Avant le très attendu jour 27 prévu ce lundi, on revient sur tout ce qui a retourné la salle d'audience durant la semaine 4. Un tourbillon de témoignages inattendus, de documents explosifs et de passes d'armes millimétrées a littéralement changé la température du procès. À chaque séance, on est passé du murmure incrédule aux exclamations étouffées. Même les habitués du tribunal ont reconnu qu'ils n'avaient jamais vu un dossier se reconfigurer si vite sous leurs yeux. Tout a commencé par la déposition d'un ex-assistant juvénile, s'est poursuivi avec la lecture de textos griffonnés à 3 heures du matin et s'est conclu par un graphique fédéral reliant alias, virement en liquide, et suite 5 étoiles comme les points scintillants d'une même constellation, mais à la face cachée, plutôt sombre. Chaque pièce semblait isolée. Ensemble, elles dessinent maintenant un schéma que le jury ne peut plus ignorer. Alors, que reste-t-il à dévoiler avant que le marteau du juge n'annonce les délibérations ? Plus qu'on ne le pense. Et la première surprise se trouve là où personne ne l'attendait. Dans les coulisses d'un job de rêve qui s'est vite mué en entraînement commando. Mardi matin, la salle 26B n'a pas encore fait le plein lorsque l'agitation gagne les couloirs. Kanye West, star imprévisible, arrive sans escorte officielle et s'installe sur le banc du public. Les caméras se braquent d'aussitôt, les réseaux s'enflamment. Certains y voient un coup de com' savamment orchestré. D'autres, une provocation destinée à soutenir l'ami de toujours. Sean Combs. Le juge Subramanian, lui, n'a pas le moindre sourire. Il rappelle qu'aucun spectacle extérieur n'interférera avec la sérénité des débats. Un avertissement glacial qui refroidit la salle en un instant. À peine la séance ouverte, une autre inquiétude surgit. On apprend qu'un juré aurait discuté, hors tribunal, de détails sensibles avec un ancien collègue. Le magistrat exige des explications, menace de sanctionner toute nouvelle fuite et va jusqu'à évoquer, pour la première fois sans détour, la possibilité d'un mistrial si l'intégrité du panel est compromise. L'impact est immédiat. Les visages se ferment, la défense tente de minimiser, tandis que les procureurs voient dans cet incident un risque, mais aussi l'occasion de montrer que l'entourage de Diddy multiplie les manœuvres pour brouiller les pistes. Dans les rangs du public, la présence de Kanye déclenche malgré tout une onde de curiosité difficile à contenir. Chaque pose est scrutée pour surprendre un regard, une expression, voire un signe d'encouragement en direction de l'accusé. Entre deux témoignages, l'artiste laisse filtrer un sourire énigmatique qui en dit long sur les faits recherchés. Détourner l'attention, donner à la journée un goût d'événement people, et peut-être rappeler que le cercle de Diddy s'est toujours attiré la lumière. Mais ce jeu d'ombre n'échappe pas au juge qui ordonne à l'huissier de maintenir la stricte discipline dans les travées. Une seule journée, et la tension atteint un pic. Un invité surprise, un juré vacillant, un juge au bord de l'explosion, et pourtant, ce n'est qu'un prélude. Le lendemain, un coup de marteau va tomber, sacrifiant un membre du jury et propulsant le procès dans une zone encore plus dangereuse. À l'ouverture, le juge Subramanian entre, sans saluer. Il annonce que le juré numéro 6 a officiellement violé les consignes de confidentialité. Verdict, remplacement immédiat par un suppléant, et rappel solennel, la prochaine entorse annulera tout le procès. La défense grimace. Le parquet, lui, savoure l'effet psychologique. La simple idée d'un redémarrage complet pourrait pousser les jurés à redoubler d'attention pour en finir au plus vite. L'après-midi, le parquet frappe un grand coup en projetant une série de messages vocaux saisis sur le portable de Diddy. On y entend le magnate donner des instructions chirurgicales, préparer la playlist rouge, vérifier que le sac franc est prêt, régler l'éclairage à niveau soi. Rien de directement illégal, mais chaque note confirme l'existence d'un protocole strict autour de soirées très privées. Les jurés, médusés, voient surgir la face cachée d'un empire où l'on code chaque désir pour qu'il reste hors radar. Puis vient la lecture de bribes échangées avec Cassie, compliments mielleux le matin, phrases glaciales à la moindre contrariété, demande de transfert d'argent au prétexte de faire plaisir. Pour l'accusation, c'est le chaînon manquant. La même voix qui ordonne l'ambiance ordonne aussi le silence. La défense tente de relativiser. Simple relation tumultueuse. Mais l'auditoire perçoit surtout une dynamique de pouvoir serré comme un étau.
Lorsque la séance se lève, un silence lourd pèse dans les couloirs. Chacun réalise que les secrets ne se nichent pas seulement dans des coffres, mais dans des mémos vocaux qu'un smartphone conserve malgré lui. Reste à savoir si, le lendemain, ces fragments intimes seront suffisants pour faire exploser la version lisse servie par la défense. Au petit matin, une rumeur affole déjà les plateaux télé. Des extraits confidentiels de témoignages auraient buté sur un forum People durant la nuit. Le juge n'a même pas besoin de son marteau. Son regard incendiaire suffit à glacer la salle. Il ordonne une enquête interne, impose la confiscation temporaire de tous les téléphones des parties et prévient « encore une goutte » et la sanction sera exemplaire. Cette atmosphère de bunker renforce pourtant l'intensité des débats. Sur le stand, un analyste financier décortique les virements vers des prestataires exotiques, consulting créatif pour $5 000, frais domestiques pour $3 500, toujours en espèces retirées juste avant des soirées estampillées Wild King. Chaque ligne ressemble à une habitude, pas à une coïncidence. Le témoin explique que ces montants, répétés sur 3 ans, forment la signature d'un train de vie soigneusement dissimulé. La défense, à court de parade, tente une stratégie plus agressive, insinuer que l'enquête a sélectionné ses preuves. Mauvais calcul, le juge interrompt, hausse la voix pour la première fois et menace de supprimer le moindre plaidoyer hors sujet. Cet éclat se propage instantanément en ligne. Les hashtags explosent et l'affaire prend la dimension d'un feuilleton planétaire où chaque geste d'humeur devient une alerte info. En coulisses, l'équipe de Didi paraît soudain fébrile. 2 avocats qu'on voyait toujours soudés débattent à voix basse, dossier en main, comme s'il fallait revoir la stratégie durant la pause café. Car lundi, promet le parquet, un agent fédéral déroulera la chronologie qui relie chaque hôtel, chaque alias, chaque dollar liquide. Et si ce tableau convainc, plus personne ne pourra parler d'accident isolé. Le lundi démarre par un court instant de calme avant la tempête. Brendan Paul, ex-assistant jadis considéré comme le garçon à tout faire, prête serment. D'emblée, il décrit un quotidien cadenassé. 4 téléphones codés aux coques de couleurs différentes, un sac de luxe surnommé Frank pour transporter des liasses et des produits festifs et des checklists partagées où l'on coche l'alignement des bougies aussi sérieusement qu'un pilote vérifie sa piste d'atterrissage. Son ton est posé, presque clinique. Plus il reste calme, plus la salle mesure l'ampleur de ce qu'il raconte. Lorsque le procureur dévoile les clichés des suites après les fameuses Wild King Nights, mobilier ruiné par des liquides, tapis imprégnés d'huile parfumée, Paul confirme avoir tout nettoyé en gants chirurgicaux par mesure d'hygiène. Il ajoute qu'une fois, un hôtel de Miami avait facturé $6 000 pour remettre une suite à neuf. Une autre fois, c'est une villa louée sous alias qui a dû changer intégralement la moquette. À chaque incident, dit-il, la consigne était la même. Réglé en liquide, puis oublié. Dans le box, certains jurés baissent que les yeux, d'autres griffonnent à toute vitesse comme pour fixer chaque détail avant qu'il ne s'évapore. La défense réplique « escapade privée entre adultes ». Mais le coup suivant du parquet claque comme un fouet. Une note audio où l'on entend la voix de Didi exiger « playlist rouge, lumière tamisée, sac prêt ». Pour l'accusation, c'est la preuve que rien n'était improvisé. Même l'ambiance olfactive suivait un protocole. Plus la bande résonne, plus le McNat paraît orchestrateur d'un cérémonial réglé à la seconde. Reste à découvrir si la mosaïque de dates, d'alias et de chambres d'hôtel dressées par les enquêteurs va confirmer, chiffre après chiffre, que le hasard n'a jamais eu sa place dans cette histoire. L'agent spécial Joseph Cerciello s'avance avec un classeur épais et une seule diapositive. Un graphique dense reliant 44 événements entre mai 2021 et août 2024. Au fil des traits, 2 initiales reviennent comme un leitmotiv. Et Jane. Avant la plainte de Cassie, la plupart des points se situent dans des palaces. Après, la carte se replie vers des résidences privées, signe, selon l'expert, d'un changement de tactique pour effacer les traces. Chaque entrée combine messages, relevés bancaires et reçus de conciergerie. Ici, $5 000 sortis d'un distributeur avant une nuit à Londres. Là, $3 500 d'espèces livrées pour l'invité. L'agent souligne que le même alias,
Joseph Chavez revient sur plusieurs factures de mobilier et ses drosseurs de mobilier détériorés. Bois taché de lotion, serviettes gorgées d'huile, interdiction de fumer violet. À force de répétition, le motif devient presque visuel. Planifier, payer, fêter, réparer, recommencer. La salle se fige. Si ce canevas tient la route, il sape l'idée d'incident isolé et installe celle d'une méthode presque industrielle. À la fin de l'exposé, le juge rappelle à voix basse le calendrier. Le parquet veut clore lundi soir. La défense promet une réponse éclair mardi ou mercredi. Cela signifie que les jurés pourraient se retrouver à délibérer sous 48 heures. Les caméras capturent dans des visages soudain conscients du vertige. D'un côté, un dossier bourré de dates et de cash. De l'autre, la thèse d'excès privé entre adultes consentants. Demain, une seule pièce supplémentaire, un SMS, un ticket d'avion, une vidéo, pourrait incliner la balance à jamais, laissant soit un empire intact, soit son image définitivement fissurée. Lorsque le juge suspend l'audience le vendredi soir, chacun comprend que la marge de manœuvre vient de se rétrécir à un fil. Les jurés partent avec l'interdiction absolue de consulter les réseaux, mais leurs regards trahissent déjà le poids des images et des chiffres empilés toute la semaine. Au même moment, les avocats des deux camps se retranchent dans leur war room respectives. Côté parquet, on assemble la dernière pièce manquante, un extrait vocal censé montrer l'empressement du cercle rapproché à effacer toute preuve matérielle. Côté défense, on finalise une liste de témoins éclair express, chargée de dépeindre Didi en simple épicurien incompris plutôt qu'en stratège toxique. Dans les couloirs, les murmures se font plus discrets qu'à l'accoutumée. On sait qu'un seul incident, un juré malade, un article intempestif, un commentaire déplacé, pourrait provoquer le scénario redouté. Le renvoi de l'affaire pour vice de procédure. Les agents escortent les membres du panel jusqu'à leur véhicule, mesure rare qui rappelle que la pression médiatique plane comme un orage. Loin du tribunal, les analystes télé promettent des éditions spéciales dès lundi. Certains parient même sur des délibérations éclairs, tant les éléments semblent se recouper. Dans ce climat de suspense, une question obsède les observateurs. La défense osera-t-elle faire monter Sean Combs lui-même à la barre pour un témoignage de dernière minute? Les stratèges y voient un pari à double tranchant. Humaniser l'accusé ou l'exposer à un contre-interrogatoire sans pitié. Pour l'instant, l'équipe juridique garde le silence, alimentant les spéculations tout le week-end. Et si, lundi matin, le magnate décidait de jouer sa dernière carte en personne? 4 semaines d'audience ont désormais redéfini l'image publique de Sean Diddy Combs. D'icône du divertissement, il est devenu le protagoniste d'un récit où loyauté, liquidité et soirée codée dessinent une toile bien plus complexe que les flashs des tapis rouges. Entre les récits glaçants de Cassie, les confidences méthodiques de Brendan Paul et la chronologie rigoureuse des enquêteurs, les jurés disposent d'un puzzle quasi complet. À eux de décider s'ils forment un simple tableau d'excès ou la preuve d'un plan concerté. La semaine qui s'ouvre promet donc un dénouement à haute tension, un témoignage surprise, une pièce comptable de dernière minute où un incident de procédure pourrait encore bouleverser l'équilibre fragile de ce procès hors norme. Quelle que soit l'issue, une certitude demeure. La légende du roi de la fête ne sortira pas indemne de la salle 26B. Restez aux aguets. Le prochain coup de marteau pourrait résonner bien au-delà du palais de justice, jusque dans l'histoire même du showbiz.